Amis lecteurs, bien le bonjour et ravi de vous retrouver encore ce matin. Une matinée pas comme les autres, tout à fait. C'est dans le cadre de la Grande Tribune, cette espèce de décryptage et d'analyse des unes parues en Afrique. Pour ce jour, exactement le mardi, nous sommes bel et bien le 20 mars de l'an de grâce 2018. Une bonne brochette de une vous permettra de connaître toute l'actualité africaine telle que publiée par l'ensemble de la presse. Mais je ne serai pas seul dans cet exercice. Ils sont là. J'en ai deux aujourd'hui. Déjà à ma gauche, Pierre Claver Kodo, l'ODP de Horizon Nouveau. Monsieur l'ODP, bonjour. Bonjour Raoul, et c'est toujours avec le même plaisir que je te retrouve sur ce plateau. Et surtout, un bonjour également à Anatole. Et surtout un gros bonjour à nos milliers de téléspectateurs qui sont sûrement scotchés devant leur petit écran en ce moment, en train d'attendre l'heure. Et puis il y a même ceux qui sont au-delà du monde aussi. Tout à fait. Merci pour cette confiance que vous nous accordez, puisque vous êtes là chaque fois que vous êtes sollicité. Albert Anatole est ici, l'ODP de Le Cactus. Il est également là sur ce plateau. Albert, bonjour. Bonjour Raoul Pépin, bonjour au doyen Claver Kodo, bonjour à tous les nombreux téléspectateurs de la télévision panafricaine. Il y a le coup de gueule ce matin? Non, ça va très bien. J'ai un questionnement ce matin, Raoul. Oui, le questionnement, c'est que de plus en plus sur le continent, qui sont notamment dans les théâtres d'insécurité relative au terrorisme, il y a de plus en plus de preneurs d'otages, il y a des kidnappings. Bref, est-ce qu'il faut... La grande question est de savoir, est-ce qu'il faut négocier avec des terroristes, surtout ceux qui demandent des rançons. Je crois qu'il s'agit à la fois d'une question morale et politique. Bon, lorsqu'on sommes de mon point de vue, sur le paramètre politique, j'ai envie de dire qu'il est hors de question de négocier avec ces gens-là qui, lorsque vous payez la rançon, cette rançon sert à quoi? Ça sert justement à acheter des armes. De l'autre côté, par rapport à l'aspect moral, c'est-à-dire émotionnel, il s'agit quand même des chefs de famille et qui le plus souvent se retrouvent aux abois. Je prends le cas du professeur Leke Tambo. Oui, le gouvernement n'était pas disposé à négocier avec ses ravisseurs. Sa famille, par contre, a dû certainement à négocier justement avec ses ravisseurs pour donner justement la rançon qui était exigée. Alors, c'est ce que vous dites, parce que des sources propres que nous avons ne parlent pas des rançons. À moins que il ne peut pas le dire, mais il semble que... Il y a d'autres sources qui nous permettent... Oui, justement, mes sources me rapportent que la rançon, le montant de la rançon de 100 millions a été revu à la baisse. Donc, il a fallu que la famille se batte contre de beaux diables pour justement... Pour avoir quand même ce qui a été... Pour revoir leur père, leur époux, leur fils vivant. D'accord, on y reviendra d'ailleurs sur cette une. Il y a une, je crois, il y a plusieurs une qui en parlent ce matin. Nous prenons une légère transition, nous revenons pour la première une. Avec la complicité de la réalisation de Roger Linga ce matin, nous prenons la première une, c'est Cameroun Tribune. Le quotidien national gouvernemental est en kiosque depuis quelques heures. Que dit donc cette une? Contentieux préélectoral des sénatoriales, fin de suspense. Alors, après la validation hier par le Conseil constitutionnel de la liste RDPC, entendez le Rassemblement démocratique du peuple camerounais à l'ouest, les 9 partis politiques en liste savent désormais dans quelle circonscription ils vont compétir. Il faut dire, Albert Anatole, ici que la Cour constitutionnelle a été mise à l'épreuve. Absolument, la Cour constitutionnelle a été mise à l'épreuve par rapport à ce premier scrutin sous l'ère du Conseil constitutionnel. Tout à fait. Il y a eu beaucoup de contentieux préélectoral, comme vous pouvez, un contentieux préélectoral comme vous l'avez si bien noté. Et ça concernait un prétendant dans la liste RDPC à l'Ouest. Il s'agit d'une autorité traditionnelle. Il s'agit d'une autorité traditionnelle. On estimait que cette personne n'existait pas. L'individu en question s'est présenté personnellement, muni de sa carte d'identité, hier devant la Cour constitutionnelle. Sa carte d'identité a été retenue dans tous les sens. Et finalement, il a été établi qu'il s'agit bel et bien de cette personne-là dont le nom figure. Il a été déclaré éligible. Il a été déclaré éligible. Donc, malheureusement, le SDF qui a été à l'origine de cette requête en contentieux a été débouté dans ses prétentions. Avec les yeux pour pleurer. Alors, il faut dire avec vous, Kodo, que finalement, la Cour constitutionnelle n'a pas déçu, puisque même le SDF, en allant de ce tribunal,
a dit nous allons nous plier. La décision de la Cour. J'ai bien suivi l'intervention de l'avocat du SDF qui a déclaré qu'ils allaient se plier au verdict de la Cour. Je crois que, somme toute, la Cour constitutionnelle vient de passer son baptême de feu. Car c'est la première fois qu'elle gère un contentieux. Et vous serez d'avis avec moi que sur l'ensemble du territoire national, tout s'est relativement bien passé. Maintenant, est-ce que les candidats en liste, on attend voir ce que nous réservent les résultats de cette élection. Mais il faut noter que le 11 entrant est quand même assez rodé en la matière. Hein. Clément Tarna et ses juges. Oui, c'est des professionnels, non seulement du droit, parce que vous avez le Kennedy Fac, vous avez le président Atangana, vous avez tous les autres, c'est des gens rompus, c'est des gens rompus en matière dans la magistrature. Donc il n'y a pas de surprise qu'ils puissent se donner à fond pour tenir le contrat. Alors, mais il faut rappeler que maintenant, on peut parler un peu de la sénatoriale proprement dit. C'est quand même d'ici quelques jours. Je crois que c'est le dimanche 25 Tout à fait, c'est le mars. Alors, maintenant, on peut dire des choses sont prêtes. Albert Anatola ici. Absolument, je pense que les choses sont prêtes au niveau de l'organe en charge de l'organisation de ces élections-là. D'abord au niveau des élections de Cameroun, ils se disent très prêts. J'ai vu dans les images d'une télévision concurrente les bulletins des différents partis politiques sont en train d'être imprimés au niveau de l'imprimé qui a été réquisitionné pour cette tâche. Mais il faut quand même souligner, Raoul, avec votre permission, que les décisions du Conseil constitutionnel ne s'ouvrent de qu'en recours. C'est-à-dire, lorsque le Conseil constitutionnel siège, ces décisions ne peuvent plus avoir d'autres recours. Donc, ce qui fait que le SDF, pour revenir sur cette question-là, ne pouvait pas avoir d'autres voies de recours. Il n'avait d'autre choix que d'accepter. Voilà, absolument. Alors, Pierre Claver-Kodo, on sort avec vous. Le fait d'avoir choisi uniquement les départements pour le vote de ces sénateurs à travers, je crois que c'est des conseillers municipaux qui vont voter. Oui, c'est un Est-ce que ça n'alourdit pas la chose? Le fait qu'il y a des déplacements quand même, des gens vont aller à des centaines de kilomètres pour retrouver les départements. Non, les gens, oui, Raoul, les gens courriront des centaines de kilomètres, ceux qui ne résident pas. Parce que la loi exige d'ailleurs que les conseils municipaux résident dans leur circonscription. Mais si vous avez un conseiller municipal de Kolofata qui est résident à Douala et qu'il se retrouve conseiller municipal à Kolofata, ça suffit qu'il y a une entorse, qu'il a tordu le cou à la loi. Alors, il ne voudrait pas nous faire croire que c'est le droit, que c'est la Constitution qui le met en difficulté, mais c'est lui qui met plutôt la Constitution en difficulté, puisqu'il aurait triché pour être conseiller municipal de Kolofata résident à Douala. Donc vous voulez dire que la Constitution a tout calculé, comme on peut dire. Tout a été calculé pour que ces gens... Tout a été calculé pour que les gens n'en souffrent pas trop. Il s'agit d'un collège électoral constitué de conseillers municipaux. Et logiquement, chaque conseiller municipal doit être résident de sa circonscription. Mais ceux qui ont reçu l'espoir de ne pas être résidents, ce n'est pas à l'État de les prendre en charge. Ce n'est pas à l'État de... Tout à fait. Encore qu'il faudrait être condamné. Bien sûr. Alors, c'est vous qui parliez des rançons tout à l'heure. Allons voir avec la seconde une que nous convoquons sur ce plateau, intégration. En kiosque, c'est une qui paraît, généralement, c'était un hebdomadaire. Cameroun, 100 millions de francs CFA pour libérer les otages du DBLM. Il faut dire que cette une paraît avant que la dernière actualité ne parvienne. Donc, intégration avec un peu d'avance par rapport à la dernière actualité qui déclare que M. Thabo Ivo est désormais libre. Alors, mais allons-y passer à un aspect qui nous intéresse quand même dans cette une. Cameroun, 100 millions de francs CFA pour libérer les otages du DBLM. C'est le montant de la rançon exigée par le kidnappeur du professeur Leke Tambo et de la trentaine d'étudiants. L'accompagnant donc à un meeting politique à la gloire de Paul Biya, le préfet du DBLM, a relayé le 18 mars les exigences du groupe séparatiste anglophone autour de forfaits commis. Alors, il faut dire qu'il allait plutôt à une fête, à un meeting de fête, parce que l'un de ses, on va dire comment, co-régionnaire a été nommé par le président de la République, donc il fallait faire des grandes fêtes comme ils ont l'habitude de faire, d'aller dire merci au chef d'État dans leur village. Et c'est au cours maintenant de ce voyage qu'ils ont été kidnappés. Est-ce qu'il n'est pas temps maintenant de réfléchir un peu sur ces mots de soutien, ces fêtes qu'il faut faire quand on est nommé ministre? Finalement, Albert Anatola, ici, c'est un désastre qui n'a pas de nom.
Non, écoutez, il s'agit, bien évidemment, les élèves se sont retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment, comme on pourrait dire. C'est-à-dire, ils étaient en déplacement pour aller à un meeting de remerciement pour la nomination de leur frère Paul Tasson. Alors, mais est-ce que ce n'est pas une pratique à mettre Absolument. C'est un autre aspect de votre question que je vais répondre tout à l'heure. Ils se sont retrouvés au mouvement, certainement. Il y a eu fuite par rapport à ce projet de meeting. Chemin faisant, ils ont rencontré les mauvais garçons, c'est-à-dire les ravisseurs, sur leur chemin. Qui probablement étaient au courant certainement, ils sont très bien renseignés, qui les ont dépouillés, de tous leurs biens, téléphones portables, bijoux, argent. Et bien évidemment, le maire, j'ai vu les images, qui a été menacé d'être de mort, parce que c'était lui l'instigateur, l'initiateur de cette affaire-là. Donc, bref, c'est un peu compliqué que dans le lendemain politique camerounais, lorsqu'on nomme un frère du village à un poste, il faut aller dire une messe ou tenir un meeting à la gloire du prince. À la gloire du prince, je crois que c'est des habitudes qui doivent plus cadrer avec le contexte qui est le nôtre, c'est-à-dire le contexte d'un pays émancipé. Je crois qu'il faut... Mais par contre, il faut quelque peu revenir sur le fait que... Allez-y en 30 secondes, autant sur le fait que nous faire défaut. J'ai le sentiment que ces gens-là ne sont pas forcément tous les membres de la République virtuelle d'Ambazonie. J'ai le sentiment qu'il y a d'autres bandes armées qui sont constituées pour dépouiller les populations de la bien. Tout à fait. Pour racketter même les populations. Donc je crois qu'il va falloir que nos forces de défense et de sécurité prennent de plus en plus... d'être un peu plus vigilants. D'ailleurs, on a le sous-préfet des Batipo, dont on n'a pas de nouvelles depuis fort longtemps. On a le délégué régional des affaires sociales, dont on n'a pas les nouvelles. C'est dit qu'il y a d'autres rap qui se préparent comme ça. Alors, Pierre Claver Kodo, le fait, d'abord, Albert Anotel ici, l'a souligné d'ailleurs dans son coup de gueule, le fait de payer toujours cette rançon, est-ce que ce n'est pas mettre un État dans un état de faiblesse? Oui, Raoul, je crois qu'il faudrait dire moi j'ai une lecture qui laisse, vous conviendrez avec moi, qui laisse apparaître un fait, c'est que nous sommes en train de migrer, que les revendications politiques sont en train de migrer vers le grand banditisme. Et c'est un peu ce que nous avons vécu avant la création du bâton d'intervention rapide dans le Grand Nord, où chaque zozo pouvait s'associer avec son ami pour, armé d'une machette et d'une sagaie, interpeller le premier car qui passait par là, dépouiller les... Alors vous faites allusion dans le Grand Nord. Dans le Grand Nord, oui, dans le Grand Nord, ça s'est passé dans le Grand Nord. Moi j'ai bien l'impression que nous sommes en train de migrer vers la même situation dans les zones dites... il y a effectivement, il y a certainement des mouvements qui croient au sécessionnisme, mais il y a des groupuscules qui vont s'intégrer à ces mouvements-là, et indépendamment même à ces mouvements, et qui vont adopter, qui vont en faire un fonds de commerce pour pouvoir poser des actes de cette nature. Maintenant, qu'est-ce que l'État pourra faire, qu'est-ce que le gouvernement a à faire? Simplement mener une lutte sans merci contre non seulement le terrorisme, mais aussi, parce que déjà... Alors, mais on paraît toujours dire le gouvernement, mais il peut résister à un gouvernement sans nous. Que font les populations? Voilà, je voulais justement en venir. Vous savez, pour venir à bout d'un mouvement comme celui-là, il faudrait que les populations soient associées, ou alors que les populations elles-mêmes prennent l'initiative à travers des associations d'autodéfense, des groupes de vigilance. Et si les populations ne le font pas, l'État ne pourra pas, les forces de l'ordre ne pourront pas arriver à bout de ces assassins, de ces terroristes, de ces criminels, de ces bandits de grande. Vous avez fait allusion à quelque chose tout à l'heure. Je me retourne vers vous, Anatole. On parlait des groupes de vigilance. Comment on les a encore appelés dans le langage était les groupes d'autodéfense. Voilà, les groupes d'autodéfense. Finalement, est-ce que ça, ce ne sont pas aussi des groupes par excellence, des arnaqueurs? Ça aussi, il ne faudra pas l'oublier. Oui, absolument, je suis d'accord avec vous, mais dans le contexte qui nous était par rapport au papier de l'autre confrère, l'intégration, ça paraît un peu plus compliqué parce que d'un côté, vous avez parfois les frères, c'est des gens qui se connaissent. La preuve, c'est que les images que j'ai vues dans une télévision concurrente, les ravisseurs, ils étaient encagoulés. Il faut rappeler que les images ont été pratiquement lancées dans les réseaux sociaux. Tout à fait. Plusieurs personnes. Donc, tout à fait, ce sont des individus encagoulés, ça veut dire qu'ils peuvent être identifiables.
il faut donc, même l'activité des groupes d'autodéfense doit être encadrée parce que de plus en plus, on compte des exactions. Parce que parfois, la moralité de certains membres de ce groupe-là laisse à désirer. Il y a quelque chose à redire là-dessus. Je crois que l'État devrait plutôt, de mon point de vue, renforcer le renseignement prévisionnel. Et il faut la collaboration des populations dans ce contexte-là. Je crois que, comme je l'indiquais dans mon propos initial, il faut que l'État, qui est l'État régulateur régalien, qui a l'obligation, le devoir de protéger les populations des biens, prenne véritablement le taureau par les cordes en anticipant, je veux dire, en recadrant ces méthodes de lutte par rapport à ces phénomènes nouveaux. Alors, puisqu'on parle de ces groupes d'autodéfense, je voudrais saluer vivement ce groupe d'autodéfense de Toboro. Toboro, je crois, c'est dans le nord, dans le nord du Cameroun, notamment dans le département du Mayo-Rai. Ce groupe-là d'autodéfense, qui, je m'en souviens un soir, alors que j'étais dans mes mouvements de va-et-vient et revient, vous pouvez me comprendre, et pendant que je rentrais pour rejoindre déjà mon hôtel, ils m'ont dit, grand frère, nous allons t'escorter parce qu'il faudra pas qu'on te dérange en route. Merci à cela. Passons maintenant avec l'essentiel. L'essentiel également en course depuis quelques heures. Que dit donc la une de l'essentiel présidentielle 2018, les 50 inconditionnels de Paul Biya. Selon l'essentiel donc, ils n'ont jamais douté de Paul Biya. Je vous dis bien, et je vous prie de regarder ces visages, parce que c'est très sérieux ce que je m'avais dit. Selon ce journal qui est devant votre petit écran, ils n'ont jamais douté de Paul Biya. On les trouve dans toutes les régions. 2. Paul Biya est leur champion. 3. Certains viennent de l'opposition. 4. D'autres ont souffert à cause de lui. 5. Et ils sont prêts pour la bataille de 2018. 7. Ils n'attendent que la décision du président. Ça, c'est quand même terrible, ça. Pierre Claver Kolo. Vraiment, des bons moments. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, c'est une analyse qu'un confrère a pris sur lui de produire ce papier, de produire cet élément. Je crois qu'il de la personnalité, vous voulez dire? Pardon? Le culte de la personnalité? Le culte de la personnalité, bien sûr, il y en a. Il faut voir le culte de la personnalité justement en filigrane. Mais je crois qu'il s'est adossé sur des faits pour pouvoir produire quelque chose de digeste. Parce que là, je n'ai pas encore eu le privilège de lire son papier et je ne peux pas avoir la prétention par conséquent de le commenter dans les moindres détails. Si je l'aurais lu, mais déjà la une, lorsque vous voyez les photos qui illustrent la une, on a quand même l'impression que c'est vrai, c'est des personnalités. Je crois que le journal met en lumière quelques roublards, permettez-moi l'expression, met en lumière quelques roublards, quelques danseurs et chanteurs qui chantent leur Dieu sans toutefois réfléchir ni avoir autre chose que faire. D'ailleurs, vous avez remarqué le ministre Pamen Ndongo, qui est l'un des très grands danseurs. Vous avez à côté de lui le Lamido de Reboba, oui, qui est l'un des très grands danseurs aussi, qui est d'ailleurs le vice-président du Sénat sortant. Il y a des visages qui sont connus. On ne va pas citer tout le nom, de peur que les gens soient frustrés depuis leur domicile, mais c'est ce que l'essentiel dit, ce n'est pas nous qui le disons. Et parmi ces visages, même, il y en a beaucoup qui ne sont pas irréprochables dans leur démarche politique. Mais bon, je disais tantôt que c'est... Je n'ai pas lu le papier, donc je ne peux pas... mais il y a un visage là qui avait dit au président Paul Biya, monsieur, si vous ne voulez pas vous le présenter, moi je vais le faire à votre nom. Voilà. Alors, Albert Anatole, là, ici, est-ce que c'est sérieux quand même pour un confrère qui sort comme ça, les 50 têtes? Est-ce qu'on peut, de façon objective, de façon concrète, faire une étude de ce genre et sortir une titraille de ce genre, les 50 inconditionnels de Paul Biya, si on n'est véritablement pas au cœur de ces personnes? Écoutez, Raoul, en tant que journaliste de la presse écrite, pour faire ce genre de papier, ça devrait logiquement me prendre au minimum 2 mois. Au minimum 2 mois pour faire mon enquête. Tout à fait. Donc, je ne pense pas que ce soit très sérieux, ce que notre confrère a écrit. Donc, je sais, c'est vrai qu'il y en a les conditionnés, il y en a les hypocrites, il y a même les brigands et communes là-dedans qui se réfugient sous la casquette du RDPC, et ça on le sait. Mais je sais aussi que c'est une coutume qui est souvent dans la presse écrite, c'est que lorsque je mets votre tête de manière favorable dans ma une, je ne viens pas derrière vous voir. Tout à fait. Donc, je crois que c'est beaucoup plus dans cet esprit-là qu'il faut comprendre ce papier. Un papier gombotisé, quoi. Nous sortons de là. Nous avons tellement de une aujourd'hui. Allons-y avec Info Matin. Également, il y a tellement de une. Ne vous gênez pas. Nous avons tout le temps de vous donner toute la quintessence d'actualité du Cameroun au-delà même des frontières africaines. Info Matin, crise anglophone. Okali Abilai annonce donc la libération du professeur Leke Tambo.
Selon le journal, le PCA du GC Board avait été enlevé le 17 mars par des sécessionnistes. Le gouverneur du Sud-Ouest revient donc sur les circonstances de sa mise en liberté, c'est-à-dire absolument dans l'Info Matin. Puis un pied de une, vous allez également voir cette pied de une en 33 du RDPC, la décentralisation à l'ordre du jour. Je voudrais qu'on s'intéresse à la première une. Le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Sud-Ouest, je crois bien. Okalia Bilay annonce donc la libération du professeur Neke Tambo Aivo. Il faut dire que le PCA du GC Boyd était à un moment donné secrétaire général du ministère des enseignements secondaires. Il avait pris sa retraite et il est originaire d'Azimendi, que je connais très bien parce qu'il m'avait donné l'honneur d'y être là un jour. Alors maintenant, Pierre Claver Kodo, nous y arrivons. Voilà un rap qui a quand même fait beaucoup de bruit au Cameroun et du coup, l'homme est libre. Est-ce que vous rejoignez maintenant Albert Anatola ici qui parle de la famille qui a dû négocier en lieu et place peut-être des autorités? Oui, là, je crois que sur ce plan-là, Albert Anatola a raison. Il y a certainement eu des tractations non institutionnelles qui ont conduit à sa libération, malgré que l'annonce officielle vienne du gouverneur de la région du Sud-Ouest. Il y a une certitude. Vous savez, ce sont, comme vous l'avez si bien relevé tantôt, Albert aussi s'est attardé dessus. Vous avez vu les kidnappeurs sont cagoulés. Ça signifie en fait que les bourreaux connaissent leurs victimes et leurs victimes les connaissent. Donc ils ne vont pas. Il y avait une possibilité de nouer facilement le contact avec ces gens, puisque quand vous analysez un peu ce qui s'est passé, c'est qu'au départ de Tchang, certainement il y a quelqu'un qui a passé un coup de fil en disant voilà, ils sont en train d'arriver, ils sont dans tel véhicule, à vous de jouer. Et vous voyez, la vidéo est tournée en direct. La vidéo qui se retrouve sur des... C'est-à-dire qu'ils étaient suivis. Ils étaient suivis et à mon avis, c'est des gens qui se connaissent parfaitement, qui ont joué... Qui ont joué ce rôle. Alors Albert Anatola ici, est-ce qu'on ne peut pas, à partir de là, écarter un peu la piste des sécessionnistes réels, c'est-à-dire les Ambazoniens? Parce que quand on voit la rapidité avec laquelle la chose a été résolue, quand on sait qu'il y a encore le sous-préfet des Batibo qui est détenu quelque part avec un responsable qui semble être détenu quelque part, et donc on ne parle pas de rançon, on parle plutôt, ils veulent plutôt aller maintenant vers l'échange des prisonniers. Est-ce que là, on n'a pas un peu de doute et on vous rejoint tout de suite pour dire peut-être que c'est d'autres groupes? Absolument, j'ai deux grilles de lecture par rapport à votre question. La première grille de lecture, c'est que j'ai le sentiment que ce qui peut être vrai, c'est que à côté des groupes de la branche armée de l'Ambazonie, il y a des groupes criminels satellites qui sont en train de se créer, qui sont autonomes, qui ne sont plus contrôlés par l'armée de l'Ambazonie. Qui semblent être focalisés vers l'Ambazonie. Voilà, ils sont en train de pratiquer d'autres activités, en l'occurrence criminelles, qui versent dans le kidnapping honorable et l'exigence des cautions. Dans le cas d'espèces, j'ai une autre préoccupation. Pourquoi, quelles étaient les motivations des ravisseurs du professeur Neke Tambo en tant que... C'était pour faire pression sur le gouvernement ou bien quel est le message politique? Quel est le message politique qu'ils veulent envoyer? Je n'arrive pas à, en tout cas, à décrypter ces messages-là, mais ce que je retiens quand même, c'est que entre la famille et l'État, il y a une discordance. Parce que, vous savez, l'État est intransigeant pour négocier avec les terroristes. Tout à fait. Et il semble donc que la famille a fait pression sur l'État, qui n'a pas cédé. Parce que lorsque le gouverneur de la région du Sud-Ouest prend la parole, il ne décline pas la responsabilité, le rôle joué par l'État dans la négociation qui a abouti à la libération du professeur Neke Tambo. Non, il y a ce silence radieux de ce côté-là. Tout ce qu'il met en lumière, c'est qu'il a été libéré et qu'il souhaite que cette situation ne se reproduise pas. Point. Mais je crois que la famille du professeur a joué, franchement, a appuyé sur tous les piliers pour qu'il soit libéré. Alors, on convoque la une de Le Jour, puisque les deux journaux vont quasiment dans le même sens. Dans le Jour, ce matin, également, Kios parlait du Sud-Ouest, Ivo Neke Tambo libre, kidnappé. Samedi 17 mars dernier par des hommes armés, le PCA du GC Board a été relaxé hier après 48 heures de captivité. Évoquant dans l'opération Épervier, dont le journal nous apprend que Jean-William Solo au tribunal criminel spécial. Alors, Pierre Claver Kodo, restons un peu sur ce rap. Je voudrais dire cette libération
de l'ex-secrétaire général du ministère des Enseignements secondaires, devenu PCA du DCI Port, et qui est d'ailleurs en retraite, il faut le dire, avec beaucoup de haine. Alors, on est là dans un scénario qu'on a vu quelque part dans le Grand Nord du Cameroun, où à un moment donné, il y avait des raps, et puis à un moment donné, les hélicoptères atterrissaient avec les valises d'argent, et puis on disait que les voici, ils sont déjà en santé, ils sont de retour. Est-ce que finalement, l'État de Cameroun n'a pas facilité de telles choses et donné du courage à d'autres groupes d'opérer quasiment de la même manière? Oui, je le disais tantôt, Raoul, je crois que nous allons assister davantage à une prolifération de groupes autonomes qui ont procédé avec les mêmes méthodes, puisque officiellement, le mouvement Sesuni voudrait créer un espace de non-droit. Et dans cet espace de non-droit, même leurs propres membres, qui sont les membres de leurs forces armées virtuelles, peuvent devenir des chefs de ces gangs-là. Parce que vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'armes, c'est des armes rudimentaires. C'est un fusil, c'est une machette, c'est une sagaie, c'est un couteau. Ça vous renvoie tout de suite aux agresseurs des rues. Voilà, c'est un fusil calibre 12 avec... donc, et là, je pense sincèrement que ça risque d'être très difficile pour les forces de sécurité de pouvoir gérer avec beaucoup d'efficacité, parce que ça signifie quoi? Ça signifie que dans chaque maison, il suffirait qu'il y ait 2 ou 3 garçons ou 4 garçons et une machette sous le lit, et on pouvait se retrouver avec un groupe autonome pour se faire de l'argent, pourrait attaquer les bus et les bensikines de passage et réclamer la rançon. Alors, Albert Anatole, ici, on va sortir rapidement avec vous pour parler un mot sur le tribunal criminel spécial. On parle encore de cette opération EPV. Maintenant, c'est William Solo qui est finalement, est-ce qu'on va y arriver finalement? Cette opération, on va vraiment y arriver? Je pense qu'avec ce qui a fait la une, le buzz dans les réseaux sociaux, qui a fait le grand titrage ce matin, c'est une opération qui va être lancée certainement, parce que vous vous souvenez que depuis quand même ça fait un peu plus de 2 ans que cette affaire-là s'est un peu assagie. Mais ça a aussi envie de reprendre. Et je ne crois pas que M. Williams et les autres sont les seuls clients du tribunal criminel spécial. Mais pour ce qui concerne le Kamwota, en l'occurrence, et Cameroun des eaux, la communauté des eaux, tant pour moi, parce que M. Atanakuna, qui est l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie, qui est sorti du gouvernement le 2 mars dernier, il a été quand même directeur général, administrateur directeur général. Tout à fait, de la Kamwota. Donc, en plus, prestataire avec des prête-noms. Avec des prête-noms à Kamwota, il faut le dire. Il est même soupçonné d'être l'un des propriétaires de Kamwota, notamment de la CD, autant pour la communauté des eaux. Je veux dire que M. Williams, il a été DG de Kamwota. Je crois que si il a des choses à se reprocher par rapport à sa gestion, il doit certainement avoir peur pour sa liberté. On ne va pas au TCS, on va rarement au TCS et rentrer, alors repartir à la maison. Mais s'il est rentré à la maison, ça veut dire que son audition se poursuit au niveau du tribunal spécial. Alors, vous parlez de Basile Atanakuna, le docteur Basile Atanakuna, l'ex-ministre de l'eau et de l'énergie. Me semble-t-il, cette trace, on n'en trouve plus depuis fort longtemps. Il a été sorti du gouvernement aussitôt. On ne sait pas là où il est. En tout cas, chez lui, il n'y est pas. On ne sait pas exactement là où se trouve. Il a peut-être fait comme les autres ont fait. Ils ont été au courant très rapidement qu'il perdait sur leur dos. Et ils ont pris... La peau d'escampette. Voilà, tout à fait, la peau d'escampette. On a peur de croire que M. Atanakuna également est parti. Le quotidien de l'économie aussi, à kiosque ce jour, crédit sont peut-être une du quotidien de l'économie. Gouvernance, les marques de la corruption dans les marchés publics, la branche camerounaise de Transparency International, encore cette ONG, tire la sonnette d'alarme sur les pratiques qui gangrènent alors la commande publique au Cameroun. Puis en seconde, une visite de Paul Biya à Pékin, le forum d'affaires Cameroun-Chine annulé. Ça, Pierre Kavel-Kodo, vous allez intervenir sur la première titraille, les marques de la corruption dans les marchés publics. Je crois que là, au moins, Transparency International est sur la bonne piste. Oui, Transparency International est sur la bonne piste, mais je crois qu'ils font un travail assez superficiel parce qu'il faut rentrer en profondeur.
en profondeur sur la prolifération ou alors le développement du phénomène de la corruption. Je l'ai toujours dit sur ce plateau et je maintiens ma position. La corruption est conséquente à la faiblesse des lois qui sont censées lutter contre ce phénomène. Parce que la corruption, en parlant de la corruption, il faut voir le corrupteur et le corrompu. C'est toute une chaîne. Et une chaîne ne profite pas seulement au corrupteur ni au corrompu, et profite aux deux en dépouillant l'État de ses ressources. Donc, partout on peut parler des marchés publics, partout où des intérêts sont en jeu, vous allez retrouver la corruption, même dans la rue. Parce que dans la rue, il y a également la corruption. Alors, Pierre Claver, Anatole, le forum d'affaires Cameroun-Chine annulé, donc on parle de 115 opérateurs économiques abandonnés au Cameroun alors même qu'ils espéraient nouer des partenariats en marche du voyage présidentiel. Et c'est un gâchis, il faut le dire. Un véritable gâchis. Écoutez, au Cameroun, nous sommes habitués à improviser. L'improvisation, ça ne marche pas dans tous les continents. C'est la principale cause de l'annulation de ce forum économique entre le Cameroun et la Chine. C'est le président de la République et son épouse, et du moins la délégation officielle qui l'accompagne, se trouve à Beijing. Entre-temps, c'est une sorte les autres intervenants, notamment de la délégation camerounaise, se retrouvent dans d'autres villes chinoises. Ça pose donc un problème. Et les faire-part n'étaient pas encore partis. C'est-à-dire les divers intervenants, que ce soit du côté chinois ou du côté camerounais, ils n'avaient pas encore reçu les invitations. Donc vous voyez donc qu'à ce niveau-là, dans ces conditions, il fallait absolument annuler cette affaire-là. Pourquoi? Parce que ça n'a pas véritablement été bien préparé, pas certainement de l'ambassade du Cameroun, je veux dire le chargé des affaires économiques de l'ambassade du Cameroun en Chine. Alors finalement, qui sort perdant dans cette affaire? Bien évidemment, comme j'ai eu la dire, le Cameroun ne peut que sortir perdant, comme nous sommes dans une isolation déséquilibrée avec la Chine, parce que nous n'apportons rien à la Chine. Au contraire, c'est la Chine vient pour prendre chez nous. Donc, nous sommes déséquilibrés comme d'habitude dans la plupart de nos partenariats. Alors, la une de mutation également va dans le même sens. Nous allons convoquer cette une, sauf que nous allons nous intéresser un peu plus. Coopération Cameroun-Chine, le forum d'affaires annulé, donc nous dit donc mutation, 115 opérateurs économiques devaient accompagner le chef de l'État à Beijing en vue de cette rencontre. Selon mutation, donc, la présidente de la République à l'origine de cette décision, à lire dans les réactions des organisations patronales. La mutation met directement en question la présidente de la République qui n'a pas su gérer ce dossier. Pierre Claver, vous qui connaissez un peu les Chinois, j'aurais même appris que vous parlez de langue aussi. Alors, dites-nous de façon concrète, est-ce que là, ce n'était pas une occasion nette et sérieuse qu'il fallait saisir pour la crème d'hommes d'affaires camerounaise qui voudrait quand même exceller dans ce domaine? Oui, c'était une occasion, une excellente occasion, une excellente opportunité pour les hommes d'affaires camerounais de créer des alliances, de se rapprocher de la classe des Chinois. Mais je crois que cette annulation est certainement motivée par des raisons que vous et moi nous ne maîtrisons pas, mais elle doit être jugée parce que il y avait un gros challenge. Ça doit être des raisons d'ordre organisationnel. D'ordre organisationnel, mais qui était en charge d'organiser? Parce que nous, comme le disait tantôt Anatole, nous sommes les champions de l'improvisation. Un voyage présidentiel ne s'annonce pas des mois avant. Ça suffit que s'il y a un organisateur ou bien quelqu'un qui a pris un promoteur, qui a eu l'idée, il aurait fallu implémenter cette idée. Alors, on l'a fait mûrir pendant au moins 2-3 ans et attendre simplement que la date soit confirmée pour qu'on la lui communique et qu'il communique à ces chambres consulaires qui devaient s'occuper de la formalisation des invitations. Moi, j'ai bien peur que ce qu'on nous fait croire là ne relève pas essentiellement la responsabilité de la présidence. Peut-être que la présidence n'a pas voulu risquer de faire, d'associer le nom du Cameroun à un échec. Et elle a estimé qu'il valait mieux prendre un peu de recul, l'annuler complètement. Oui. Bon, de toute manière, on constate que la visite du chef d'État là-bas, officiellement, c'est une visite qui doit débuter le 22, du 22 au 24. Mais il est parti du Cameroun depuis dimanche. N'allez pas me demander là où il se trouve en ce moment. Allons-y avec Camer Presse, qui est également en kiosque depuis quelques heures. La une de Camer Presse parle maintenant des banques et montre le malaise de la BICEC, malgré le fait qu'en 2017, on dit qu'il y a eu des bonnes affaires. La BICEC sera donc vendue. C'est la une de Camer Presse qui précise que la Banque populaire de Caisse et Caisse d'épargne de France, la maison mère, veut liquider toutes ses filiales africaines. Pourtant, poursuit dans le journal, la banque qui vient de connaître des remous internes avec un directeur général adjoint en prison
pour détournement de fonds déclare des résultats positifs pour 2017. Est-ce que la BICEC, le fait qu'elle soit mise aux ventes, suppose tout simplement que c'était un échec au niveau de la gouvernance? Je pense qu'il y a davantage un laisser-aller de l'État camerounais et de la COBAC dans la gestion des avoirs des épargnants. Parce que une banque, ça fonctionne avec les avoirs des épargnants. Et puis c'est une banque, je n'ai pas envie de noircir son tableau, mais je parle des faits, qui fait de plus en plus l'objet de beaucoup de contestations de ces épargnants, notamment en matière de gouvernance. Je crois il y a 2 ans, il y a eu un gros scandale de détournement de plusieurs milliards de francs CFA. Qui a d'ailleurs créé un maire que vous connaissez très bien. Et il y a, je ne sais pas par comment est-ce que le DG de cette banque-là est parti en France alors qu'il devait répondre de ces faits au Cameroun. Tout à fait. Mais le DG, il est à Nubel, à la prison de Nubel. Le PCA, qui est le président du conseil d'administration, qui est l'ancien secrétaire d'État, à la défense en charge de la gendarmerie, il n'est pas au Cameroun, qui devait répondre, ce sont des gens qui devaient répondre de ces faits de scandales de détournement des avoirs des épargnants. Nous avons le directeur administratif et financier, c'était un bon gars, je crois, qui est également à Nubel, entre autres. Bon, c'est pour vous dire que ils ont peut-être le droit. Mais vous avez oublié Sa Majesté Ouadouakou? Justement, je n'ai pas dit, c'est le DGA de la banque, qui est justement actuellement ce mandat de dépôt. Donc je pense que la BICEC a le droit certainement, je veux dire, la maison mère de la BICEC a le droit de liquider sa banque, mais il faut préserver les avoirs des épargnants. Des épargnants. Ça c'est important, il ne faut pas qu'on se retrouve dans une sorte de baisse des bis repetita, comme certains épargnants d'une microfinance que je n'aimerais pas nommer ici. Voilà, donc je crois qu'il faut que l'État... Vous voulez parler de Cofines, moi j'appelle le nom. Je pense qu'il faut que l'État, au travers du ministère des Finances et la COBAC, prenne ces dispositions pour que les avoirs des épargnants ne disparaissent pas. Tout à fait. Alors, Pierre-Claver Kodo, on va sortir avec vous sur ça. Cette une, finalement, on est dans un jeu où les banques ne révèlent plus véritablement par leurs secrets. On entend aujourd'hui, elles s'ouvrent demain sur refaire. Et puis, aux grandes dames des épargnants, comme le disait tout à l'heure Anatole ici, qui n'ont que des yeux pour pleurer. Comment faire? En réalité, est-ce qu'on ne peut pas éviter ce genre de couac? Il faut être... je crois qu'on pourrait éviter, mais c'est un travail de fond qu'il faudrait abattre au niveau de l'autorité en charge de la gestion des banques ou alors du suivi de l'activité bancaire dans notre pays. Maintenant, pour revenir sur l'actualité concernant la BICEC qui sera vendue, je voudrais quand même remonter dans le temps. Il y a 2 ans, on a parlé d'un scandale, d'un détournement qui s'élève, je crois, à peu plus de 50 milliards de francs CFA, et qui a été suivi par la mise aux arrêts du DGA, du DAF, avec la fuite, ou alors... je peux dire la fuite du DG de l'époque, du directeur général. Et là, le PCA est actuellement, c'était une rumeur font état de ce qu'il est réfugié en France après sa sortie du gouvernement. Malheureusement, c'est Sa Majesté Ouadouakou qui paye les pots cassés. Malheureusement. Maintenant, moi, la question qui me vient à l'esprit est de savoir comment est-ce qu'une banque peut réussir l'exploit de perdre 50 milliards ou 100 milliards et continuer à rester debout. Est-ce que l'activité de la BICEC se limite exclusivement sur l'activité bancaire traditionnelle? Est-ce que j'ai beaucoup d'interrogations qui me viennent à l'esprit parce que j'ai comme l'impression que ces banques-là ont d'autres activités sous le couvert de la banque. Sinon, cette nouvelle devait tomber il y a 2 ans. Parce qu'on ne peut pas perdre 50 milliards au Cameroun. Vous voulez parler d'un blanchiment d'argent quelque part? Exactement. De toute manière, nous n'en dirons pas mieux. Nous ne sommes pas des spécialistes de banque. Nous sommes plutôt des spécialistes de décryptage de l'actualité comme nous sommes en train de le faire là. Maintenant, allons-y avec Tribune Afrique. Aussi en course depuis quelques heures. C'est la dernière une qui parle du Cameroun. Cameroun dont un don suisse de 3,4 milliards de francs CFA pour les énergies renouvelables. Selon Tribune Afrique, donc, la Suisse vient de signer une convention de donation avec l'État camerounais portant donc sur une convention de 3,4 milliards de francs CFA destinée à financer le programme de développement et de promotion des énergies renouvelables au Cameroun, en particulier l'énergie solaire. Alors, Anatole, ici, c'est quand même assez rare que la Suisse se positionne. On est habitué à entendre la Chine
la France, un peu les États-Unis, maintenant la Suisse aussi. Mais il faut dire que le domaine qui semble être celui que les Africains recherchent véritablement aujourd'hui est plutôt venu à point nommé, des énergies renouvelables. Absolument. À l'ère où on parle de réchauffement climatique, je crois qu'il faut diversifier les sources d'énergie. Nous avons l'énergie solaire. Vous savez, le continent africain, c'est un continent très ensoleillé. Est-ce que ça sera une bonne alternative par rapport aux coupures intempestives d'énergie électrique que nous vivons sur le continent, dans nos pays? J'en sais rien. Mais tout porte à quoi, de mon point de vue, que c'est un bon projet. Sur le papier, c'est un bon projet. Mais comment ça va être implémenté sur le terrain, c'est une autre chose, parce que nous avons l'habitude des problèmes de détournement de fonds, qui est un sport. Il y a des spécialistes de voilà, donc je crois qu'on espère que ces milliards-là vont véritablement servir à ce pourquoi ils seront attribués au gouvernement camerounais. Je pense aussi qu'il faut diversifier nos sources d'énergie, parce que c'est vrai, nous sommes en train de construire, le Cameroun est en train de construire des centrales, des centrales électriques, des hydroélectriques. C'est vrai, mais jusque-là, ça ne résout pas le déficit de l'offre en énergie électrique que vit le Cameroun. Il faut donc commencer non seulement à diversifier les sources d'énergie, mais il faut aussi penser à ouvrir la concurrence dans ce secteur. Tout à fait. Il faudrait d'abord rappeler que l'énergie, en fait, l'électricité du Cameroun sera vendue jusqu'au Tchad, en République centrafricaine. Et ça, c'est une information que nous allons vous donner avec beaucoup de plaisir. On sort du Cameroun maintenant, allons voir ce que les Tchadiens font là-bas chez eux, avec Tchad Info. Également, d'ailleurs, vous le connaissez, ce visage qui est en train de sourire là, sur la petite une, sur le président Idriss Déby Itno. Que dit donc cette une? Forum national inclusif. Idriss Déby Itno annonce donc la 4e République. Selon le journal, les travaux ouverts hier vont s'étendre jusqu'au 27 mars prochain. Les participants venus de tous les horizons vont débattre, entre autres, sur le forum de l'État, sur la forme de l'État, des réaménagements des grandes institutions de la République, le régime parlementaire et bien d'autres sujets d'actualité, notamment sur la femme, la gouvernance et bien d'autres. Alors, Pierre Claver Kodo, des initiatives quand même qui remettent en cause un État et son fonctionnement. Oui, je crois que cette initiative du président Idriss Déby est à saluer, à mon avis, parce que c'est une initiative qui associe les uns et les autres, les forces vives de la nation tchadienne, à repenser l'État. Ils sont arrivés de toutes les horizons. De toutes les horizons, et certainement de toutes les strates de leur société. Et donc, toutes ces forces vives se sont réunies autour d'une table pour repenser la forme de l'État et tout ce qui va avec. Je pense que c'est une initiative que les autres, qui devrait d'ailleurs faire l'objet, qui devrait être plagiée par d'autres chefs d'État africains, parce que ça permet à tous ces participants de se sentir concernés par la marche de l'État, de se sentir concernés par tous les concepts qui vont régir désormais la forme de la marche de l'État. Et Raoul, c'est une initiative à féliciter qui devrait faire tache d'huile au niveau des États africains pour que chaque citoyen se sente concerné par la marche de son pays. Alors, Albert Anatola, ici, on aurait pu dire également que c'est une conférence nationale souveraine. Absolument, je pense que déjà j'ai l'habitude de le dire. Et quand j'en ai l'occasion de dire que le président Idriss Déby, c'est un militaire. Mais il dirige le pays comme un civil. C'est-à-dire, il est ouvert. Il est ouvert. Et quand il faut aller au front, quand il faut agir en soldat, il va agir en soldat. Bref, je crois qu'il s'agit d'un personnage un peu atypique dans son genre. Le fait qu'il faut avoir une dose de courage pour ouvrir un tel dialogue, pour une telle initiative, qui doit redessiner la technostructure de l'État tchadien, avec tous ses démembrements et même la forme. Je pense qu'il s'agit là, de mon point de vue, d'une révolution politique qui doit faire tâche d'huile, comme l'indiquait si bien mon confrère Claver. C'est-à-dire qu'il faut que les Tchadiens soient impliqués, parce qu'aujourd'hui, il y a de temps en temps des petits bruits de bottes dans certaines régions du Tchad. Il y en a qui pensent que c'est N'Djamena qui est le Tchad, tandis que les régions sont dirigées par quelques petits potentats, entre guillemets, qu'on appelle des gouverneurs, je crois, là-bas. Bref, je pense qu'il faut redessiner et recadrer, et je veux dire, réfléchir ensemble, penser à nouveau
la forme d'État tchadien. C'est d'ailleurs ça que le Tchad essaye de faire à travers ces assises qui vont totalement s'achever le 27 mars prochain. Certainement, nous y reviendrons au fil du temps parce que l'actualité sera plus dense de ce côté-là sera dense de ce côté dans les prochains jours. Nous irons maintenant en pas de course parce que la réalisation vient de nous signifier que nous avons 10 minutes supplémentaires pour essayer de prendre le temps qui nous a été enlevé au début de cette émission. Allons-y avec Corbeau News. Également, Kios, nous irons effectivement en pas de course. Centrafrique, donc, altercation entre les FACA à Obo. Un suspect entendu à Bangui, selon Corbeau News, 2 soldats de l'armée nationale. FACA affectés à Obo, à l'est de la Centrafrique, sont entendus à Bangui. Après une violente altercation qui les a d'ailleurs opposés il y a quelque temps. L'origine, je vais vous donner donc l'origine, et d'ailleurs, retenez votre souffle. L'origine nous dit alors, Corbeau News, un ordre de commission d'un meurtre. C'est un ordre de commission d'un meurtre. Pierre Claver Kodo. Vous voyez jusqu'à quel niveau nos amis centrafricains doivent encore repenser la nature. Je ne dirai jamais assez. Je crois que la Centrafrique est totalement à reconstruire, et même au niveau des mentalités. Vous imaginez bien un ordre de commission d'un meurtre qui débouche sur une altercation entre des membres des forces armées. On a l'impression que ça se passe sur la planète Mars. Je crois qu'il y a beaucoup à faire de ce côté-là, et ceci remet au goût du jour tout le boulot qu'il faut abattre en République centrafricaine pour reconstruire ce pays comme étant une nation. Il faut dire que ces soldats en ce moment sont entendus à Bangui. Peut-être qu'ils risqueraient même d'être totalement radiés de l'armée. La prospérité en République démocratique du Congo, RDC, liste actualisée donc de partis politiques, dont élection 2018 vers une nouvelle incertitude dans les rangs de l'opposition. Redoute alors l'annonce de la publication d'une nouvelle liste actualisée de partis et regroupements politiques fait d'ailleurs jaser, ce qui laisse entendre que les élections 2018 vont une fois de plus baigner dans une nouvelle zone d'incertitude. Albert Anatole ici, pendant que cette opposition pense que le 23 décembre c'était encore très long, mais le journal La Prospérité nous dit que même ce 23 décembre, il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas d'élection. Absolument, il y a beaucoup de fortes chances qu'il n'y ait pas d'élection, d'autant qu'il y a plusieurs rendez-vous qui ont été programmés en DDCI qui n'ont jamais été tenus. Donc, il y a des préalables à une élection, surtout à une élection présidentielle. Il y a des préalables, et la plupart des préalables qui étaient évoqués précédemment par les leaders de partis politiques de l'opposition n'ont pas encore été évacués, savoir le toilettage du fichier électoral, entre autres, les moyens même pour organiser cette élection. Et ça n'a pas encore été le cas. Il y a le fichier électoral, il y a le code électoral qu'il faut revoir. Il s'agit d'un vaste chantier qui ne peut pas être véritablement vidé en quelques mois. Non, ce n'est pas possible. Je crois que je ne suis pas certain, en tout cas je ne serais pas étonné qu'en 2018 ne soit pas une année électorale en EDC. Alors, Pierre Claver Kodo, on va qu'avec Gabon Echo, que nous convoquons également sur le petit écran. Gabon Echo, nous sommes maintenant au Gabon. Insalubrité dans des Libreville, l'État démissionne. C'est d'ailleurs une question qui intéresse nos amis de Gabon Echo. En effet, nos confrères laissent entendre qu'à Libreville, le problème de collecte des ordures ménagères entassées ça et là continue de préoccuper le plus grand nombre, au point que certains y voient un manque de responsabilité des autorités. Pierre Claver Kodo, il n'y a pas que Libreville, ça devient un problème qui embrasse quasiment toute l'Afrique subsaharienne. Je pense pas que ce problème embrasse toute l'Afrique subsaharienne, ça embrasse essentiellement l'Afrique francophone. Parce que tous les pays de l'espace francophone connaissent cette question d'insalubrité, parce que, vous savez, les sociétés en charge de l'enlèvement des ordures en Afrique francophone sont des filiales des transnationales françaises. Et ces sociétés posent même d'énormes problèmes pour la libération, pour la mise en place effective de la décentralisation que nous tous nous réclamons, parce que les enjeux financiers sont énormes. Vous imaginez bien, si c'est comme ça se passe ici à Libreville, ça se passe à Douala au Cameroun, ça se passe à Abidjan, ça se passe dans tous les pays de l'Afrique francophone, vous allez retrouver simplement parce que la France sous-traite l'enlèvement des ordures et le traitement des déchets dans tous les pays de son ancien giron colonial. Alors, maintenant, quelle est la solution qu'il faut envisager? Il faut simplement que les autorités, les dirigeants de nos pays prennent leurs responsabilités et mettent en place des
une décentralisation effective qui permettra aux élus locaux de gérer les questions de salubrité. Alors, est-ce que, pour prendre le cas de Douala au Cameroun, que nous maîtrisons mieux, est-ce qu'il n'est pas mieux d'enlever cette histoire-là entre les mains de la communauté urbaine et d'Isaka, qui font leur espèce de sorcellerie, comme on dit au quartier, permettez-moi l'expression, qui fait en sorte que la longueur des rues de la cité économique du Cameroun, qu'on retrouve des tas d'ordures, de poubelles qui laissent à désirer, qui mettent mal à l'aise à longueur de journée tout ce qui passe là. Est-ce que Isaka et sa communauté urbaine ne devraient pas un peu foutre le camp, comme on peut le dire? Non, écoutez, c'est un dossier complexe, mais je veux juste ici évoquer quelques points que je connais. Isaka pose le problème de factures impayées. Les factures impayées, je crois, à hauteur de plus de 50 milliards. Et il semble que la communauté urbaine, que ce soit à Yaoundé ou ici, était disposée à ce qu'on commence l'épuration, à épurer cette facture. Ils ont même annoncé qu'il y avait de nouveaux engins, je veux dire une nouvelle logistique qui était en train d'arriver. Mais c'est une annonce qui a été faite, ça fait plus de 6 mois. Jusque-là, sur le terrain, on ne voit pas grand-chose. Quelqu'un nous a dit que c'est bloqué quelque part. Voilà. Ça, il faut encore aller. Ok. Mais l'image que je retiens, c'est l'image des employés en grève ces derniers temps qui revendiquent le salaire et les meilleures conditions de travail. Donc je pense qu'il appartient à l'État régulateur de pouvoir se pencher sur cette question, comme l'a indiqué si bien tout à l'heure Claver. Il faut impliquer les élus communaux. Ça veut dire que la décentralisation peut ce sont les communes qui doivent directement. Désormais, eux qui vont se charger, ce sont les élus locaux qui vont se charger des questions de voirie. Il faut donc qu'ils puissent prendre ça en main, les questions justement de ramassage et de collecte des ordures. Donc il faut ouvrir ça à la concurrence. Absolument. Alors, on va avec de l'Utrest. C'est certainement la dernière une que nous allons prendre. Nous sommes déjà quasiment en train de prendre ce temps qui nous a été imparti. Au Nigeria, c'est de l'Utrest. Pourquoi Boari a mis l'accord commercial de l'Union africaine en attente? Quoi savoir alors dès l'Utrest les raisons qui poussent dans le président nigérien qui aurait peut-être choisi de ne pas adhérer à l'accord sur la zone de libre-échange continentale de l'Union africaine qui devrait être ratifié à Kigali au Rwanda. Il faut dire que le Nigeria, jusqu'à présent, s'abstient de cet accord qui devrait quand même créer, on parle même, si cela se met effectivement en place, le plus grand marché au monde, il faut dire, hein, en termes d'échange. Est-ce que le Nigeria n'a pas peur de perdre un peu, son pouvoir économique en allant s'ouvrir également à cette affaire? Absolument, je pense qu'il ne s'agit pas que de ça. Les raisons évoquées, il y en a au moins 4. La première raison, c'est que le Nigeria a actuellement des soucis sécuritaires, il va avoir un peu plus de précision sur la levée des barrières douanières. Ça, c'est une question, c'est un vaste marché. Il y a des problèmes de compétitivité qu'il faut également évoquer. Il y a les problèmes de gouvernance. Donc, je crois qu'il ne s'agit pas de quelque chose qui doit se passer comme sur une baguette. Il n'y a pas que le Nigeria qui fait face à ce genre de situation. Il y a bien d'autres pays qui font face à ça. Non, parce que, qui ont pu réfléchir plus tôt. Je pense que, vous savez, au niveau, par exemple, le Bénin est concerné par ça, au même titre que vous l'avez indiqué. Mais le problème, c'est que le président Boari questionne encore les questions sécuritaires et au niveau, qu'est-ce qui va être apporté par les autres, les uns et les autres. Il ne faudrait pas qu'il y ait une invasion inutile. Tout à fait, surtout que c'est les Nigérians qui vont très souvent chez les autres. Hein. Ça, n'oubliez pas ça. Alors, Pierre Claver-Kodo, là, est-ce qu'on peut prendre cette décision du président Boari comme une décision d'un sage, parce qu'il dit quand même qu'il veut d'abord consulter son équipe? Je crois que, vu sous cet angle-là, on peut la prendre comme étant une décision assez sage, parce qu'il incarne simplement la République du Nigeria, il est élu par un peuple, et il importe par conséquent qu'il puisse avoir l'avis de son peuple. Et il faut se retenir que le Nigeria a déjà un marché captif endogène qui est assez important, et le Nigeria peut, à ce titre-là, avoir des réflexes de protectionnisme. Et c'est quand même d'ailleurs que c'est ce réflexe de protectionnisme qui pousse Boari à dire « Ok, je ne vais pas prendre la décision tout seul, je vais associer les représentants du peuple dans la prise de décision. » Donc, il n'a pas dit qu'il n'allait jamais le faire, mais... Et sa résistance inquiète un peu quand même. Ça inquiète, c'est un géant, c'est quand même plus de 200 millions en termes de marché. Le Niger, c'est un géant. Mais maintenant, le Niger a aussi... Boari ne voudrait pas sacrifier son marché et se voir envahi
par des produits peut-être qui ne sont même pas de meilleure qualité que ceux que lui-même fabrique. Encore que, bon, on sait très bien que même ces produits ne sont pas toujours de... Très souvent, lorsque on veut se moquer de vous, on vous dit que vous avez quelque chose de... On dit vous avez le Nigeria au pied. Voilà. Nigeria. C'est pas pour dire que Non, vous avez Nigeria. ma foi, c'est un peu le réflexe. Ils connaissent la technologie. Mais c'est ça. C'est un réflexe pas patriotique, c'est un réflexe de préservation de son marché. Alors, monsieur, merci d'être venu. Hein. On avait encore certainement beaucoup de choses à dire à nos téléspectateurs ce matin, mais comme vous le savez bien, nous sommes tenus par autant et nous avons déjà fait le tour de l'horloge. Il ne nous reste qu'à nous de vous remercier de nous avoir tant suivis chez vous et d'avoir capté quelque chose de nous pour vous permettre d'avoir le pouvoir, car je vous le dis très souvent, qui a l'information a le pouvoir. Très cher directeur de l'éducation, merci d'être venu sur ce plateau. Merci. Afrique Média, nos programmes sont en continu. Je n'ai pas voulu